Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Salut, mon déstabilisant. C'est moi, ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta tête, ça? C'est que des fois, tu nous prends, tu nous déstabilises. Là. Tu nous dis ça, des affaires, puis on fait « Ah oui, le pH n'est pas équilibré. Mais c'est bon parce que ça fait souvent des bonnes entrevues. Je trouve que oui. Ouais, je te lance des fleurs. T'es gentil. J'attends T'aimes bien, au fond, tu sais. J'ai pas l'air, mais... On enregistre ça, là. Un jour, je vais l'utiliser. CRTC en retard de 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est quoi la bonne réponse? En tout cas, très en retard. Et c'est pas juste de la faute au CRTC, mais c'est aussi de la faute au CRTC parce que depuis des années, tout ce qui est diffusion numérique, tout ce qui est numérique, mais je reculerai encore, tout ce qui est Internet, ben on a cru que ça valait pas la peine de réglementer ça, puis que c'était une espèce de zone de non-droit, puis que je me souviens, moi, les premières entrevues que j'ai faites au sujet de l'Internet, je me souviens, il y a un spécialiste du droit d'auteur qui m'avait dit, c'est quand même pas une zone de non-droit, là, on devrait pouvoir réglementer, puis il m'avait parlé de John Perry Barlow, qui était un des paroliers de Grateful Dead, le groupe rock, puis qui lui était vraiment farouchement anti-réglementation de l'Internet. Hein. Dans les années 90, il avait publié une déclaration d'indépendance de l'Internet. Ben, je trouve que là, on sort enfin, là, 25 ans après l'arrivée et même 28 ans après l'arrivée de l'Internet, enfin, on sort d'espèce d'indolence qui fait que on a perdu une génération, au fond, qui a décroché de la culture nationale. Et c'est une culture de dominants qu'ils ont acquise, là. C'est la culture de l'anglophonie, des Américains. C'est pas mauvais, je dis pas. Moi, tu sais, j'en ai transmis de cette culture-là à mes enfants. C'est pas tout mauvais, mais ça peut pas être leur seule culture. Il faut qu'ils sachent ce qui arrive ici. Donc, écoute, je reviens, je suis parti de loin un peu, mais je reviens au CRTC, qui là dit que il veut exiger que les services de diffusion en continu en ligne contribuent pour 5% de leurs revenus pour soutenir le contenu canadien et autochtone. Puis moi, j'ajouterais francophone, parce que c'est pas beaucoup dans le communiqué du RCT. Je veux te dire, on n'a pas l'air à se préoccuper beaucoup des francophones. Ça serait un petit pactole de 200 millions par an. Ça pourrait aider à faire de la production locale. Si on pouvait aussi régler en même temps la question des télés connectées. Les télés connectées, là, tu sais, les télés de nos enfants, Benoît, là, les tiens et les miens, là, tu sais, dans vingtaine, début de trentaine pour un des miens, ben, c'est quoi? Ben, c'est une télé que tu ouvres, puis là, on te propose Netflix, et si tu ouvres Netflix, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu québécois, canadien. Alors, et francophone, encore moins. Donc, c'est une catastrophe, et on commence à réglementer ça. 200 millions, ça aiderait pour la production, mais qu'est-ce que vont faire les géants du web et les géants de la diffusion en ligne? Tu sais, toutes ces plateformes auxquelles on doit s'abonner constamment. Moi, je pense qu'ils vont nous envoyer promener. Mais... Oui. Moi, j'ai pas les chiffres. Là. Netflix là, avait promis des millions de dollars là, en production. Tu sais, il y a eu Jusqu'au déclin avec Réal Bossier, qui est un film extraordinaire, qui est à voir sur Netflix, produit par Netflix. À part ça, ils ont acheté des spectacles d'humoristes. Prime a acheté des niaiseries de LOL, tu sais, où ça pète pour rire, là. Ils se pètent d'en face pour trouver ça drôle. Mais comme tel, là, j'ai pas vu beaucoup de productions carrément de ces grands-là, là, de Netflix, de Prime, d'Apple. Ben, il n'y a pas grand-chose pour le Québec. L'espèce d'insouciance dont je parlais tout à l'heure du début de l'Internet, on l'avait encore en 2015-2016 quand Mélanie Joly était ministre de la Culture, tu sais, puis qu'elle était venue nous dire « Hey, c'est formidable, je me suis entendu avec Netflix, puis pas besoin de leur imposer des taxes, là. Ils vont dire, ils vont dépenser 500 millions pour nous. » Mais tu sais, c'était déjà ça qu'ils dépensaient, il paraît. Alors, c'était comme Non, ils ont mis 5 millions. Ils ont mis 5 millions pour Jusqu'au déclin. Tu
Sauf erreur, là, ils ont mis 5 millions. À part ça, là, ils achètent à rabais tout ce qui traîne. Puis, tu me fais douter de mon chiffre, mais il me semble que c'était une cagnotte de plusieurs centaines de millions pour le Canada. Mais c'était des choses qu'ils faisaient déjà. Puis c'était pas un gros sacrifice pour eux, autrement dit. Au lieu de leur serrer les ouïes et de dire, ben là, faut faire quelque chose. Là. Non, mais au lieu de leur dire, vous faites un chèque là, puis là, ce chèque-là va être géré par exemple, la SODEC, qui va accepter des projets ou par une maison de production, je ne sais pas, mais de créer un réseau où les maisons de production peuvent soumettre des projets pour que Netflix, je pense que c'est ça qu'on voudrait faire avec le 200 millions. Moi, ce que j'ai compris, le 200 millions qu'on irait chercher avec le 5 % des revenus, ben sans doute que ce serait ça qu'on ferait, là, puis il y aurait une enveloppe pour le Québec, tout ça. Qui va mettre la main là-dessus? Je ne sais pas si tu te souviens, le 100 millions de Google, c'est beaucoup Radio-Canada qui l'a utilisé, qui l'a eu finalement. Et ils n'ont même pas eu à faire des coupures par après parce qu'il y a aussi un 42 millions qui ont reçu du gouvernement canadien. Mais je tiens à dire aussi que dans toute cette affaire-là, on oublie complètement un concept qui était central à la politique québécoise. Ça s'appelle la souveraineté culturelle. De Robert Bourassa à Dominique Anglade, tous les chefs du Parti libéral nous ont parlé de souveraineté culturelle. Je veux dire, la CAQ, même affaire, on regarde dans son plan pour les nationalistes québécois de 2015, la souveraineté culturelle. Ben, si on veut que ça soit concret, la souveraineté culturelle, ben, si c'est dans ce genre de truc-là, ben, peut-être justement arrêter d'attendre que le fédéral se branche. Tu sais, le fédéral, là, il y a quoi? Il y a 75% d'anglophones qui contrôlent ce gouvernement-là. Pour eux, ils n'ont pas de question de survie culturelle. Ils ne peuvent pas vraiment se mettre à la place, je dirais, des francophones et des autochtones pour ce qui est de la survie culturelle. Donc, souveraineté culturelle québécoise, moi, je pense que et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, de la CAQ, il veut agir en ce sens-là. Il a fait des entrevues, il a dit qu'avec le numérique, il y avait une nouvelle possibilité là pour retrouver des compétences qu'on a perdues en matière de culture et communication. Il y aurait peut-être quelque chose que le Québec peut faire. Puis, il y a eu un rapport l'an passé, Mathieu Lacombe, un rapport qui a été produit sur l'importance de la découvrabilité de la culture. Ben, il n'a pas été capable de s'entendre avec Ottawa, Pascal Saint-Onge. Il est allé s'entendre à Paris avec le gouvernement français pour mettre en place un comité de travail pour aider à la culture francophone. Ben, c'est pour ça que c'est important que le Québec se réveille là-dessus. Ça fait des années qu'on le dit. On nous parle de souveraineté culturelle, puis on fait rien. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, Jean Charest, en 2008, en pleine campagne fédérale, il avait dit devant un parterre, j'étais là, il y avait un parterre de gens de la construction, puis il avait sorti son lapin de la souveraineté culturelle. Le gouvernement Harper capotait, le Parti conservateur capotait, et qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il est redevenu majoritaire à la fin 2008? Il a envoyé une lettre à Ottawa pour dire « on aimerait ça avoir notre CRTC ». Ils n'ont pas eu de réponse. Bruit de criquet, il s'est rien fait. Rien. Mais là, il faut qu'on se réveille au Québec. Moi, j'ai entendu Mathieu Lacombe, il a l'air à vouloir. Est-ce qu'il va pouvoir? Ben, c'est ça. Il faut suivre, il faut voir la suite. Bon, explique-nous cette sortie du juge Wagner. Le juge Wagner, c'est le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Il a carrément reproché à l'Assemblée nationale de donner dans la fausse représentation et en fait la désinformation. Il se dit très préoccupé par la désinformation. Je veux te dire, c'est rare qu'un juge en chef sort sur la place publique, là. Mais il est sorti sur la place publique. Lui, il a décidé qu'il parlerait aux médias. Contrairement, tu sais, un juge, habituellement, ça doit ne parler que par son jugement. Un jugement écrit, il sort pas de ça. Il ne s'explique jamais sur son jugement. Juge Wagner rompt avec cette espèce de tradition-là de devoir de réserve. Puis, il fait des conférences de presse. Il fait des conférences aussi. Moi, je l'ai vu, j'étais au Festival du journalisme à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Puis, il était là, le juge, et il a dit exactement la même chose. Il dit, l'Assemblée nationale a donné dans la désinformation. Alors, je reviens en arrière. Il y a eu un jugement
où il y a une juge qui a expliqué, au lieu d'utiliser le mot femme, elle a parlé de personne ayant un vagin. Ouais. Et pourquoi? Parce que elle voulait prévoir pour l'avenir qu'une question de quand il y a une pénétration non désirée, ben c'est un viol, c'est terrible. Elle voulait pas dire que ce soit juste des femmes parce qu'éventuellement il pourrait y avoir des trans, des gens qui s'identifient comme autre chose qu'une femme. Donc elle a voulu commencer à faire évoluer le vocabulaire. Sauf que en l'espèce, comme on dit en droit, quand on regardait la cause, là, ben, la femme qui est en cause dans ce jugement-là, ben, elle s'identifie comme femme. Donc, il y a un peu d'interventionnisme dans le vocabulaire là, de la part de cette juge-là. À l'Assemblée nationale, il y a eu une motion adoptée unanimement pour dire qu'il fallait pas invisibiliser les femmes. Et le juge Wagner, lui, est tombé à bras raccourcis sur cette motion-là pour dire que c'était de la désinformation, qu'il y avait le mot femme à plusieurs autres endroits dans le jugement. Mais tu sais, c'est l'expression, moi je pense que les parlementaires ici ont dit, on va-tu commencer à parler des femmes comme ou parler des personnes avec un vagin simplement? Et là, c'était pas nécessaire. Donc, c'était vraiment une intervention. Tu sais, quand on dit que les juges sont interventionnistes, c'était vraiment une intervention. Donc, moi, je comprends. Le juge Wagner, il dénonce ça, mais je comprends un peu quand même les parlementaires d'avoir voulu sonner à l'alarme, dire attention, là, on modifions le vocabulaire quand c'est nécessaire. Ouais. Ou des personnes ayant des testicules. Là, c'est parce qu'on ne peut pas réduire les gens comme ça. D'abord, tu sais, le propos, c'est que ça efface la femme de l'espace public. Le mot femme de l'espace public est une aberration. Bon, là, il y a des limites. Tu as tout un débat chez les féministes aujourd'hui, les néos et les anciennes féministes. Ouais. Ils se disputent. Puis moi, j'écoute souvent les anciennes féministes dire le néo-féminisme, c'est comme un féminisme sans femme. Tu sais, c'est ça. C'est bizarre. C'est fou. C'est comme si l'identité était devenue tellement fluide qu'on commence à se demander, ben c'est quoi l'objet de ce féminisme-là? Mais si ça devient trop fluide, là, tu vas finir par t'évaporer. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça reste solide, là, cette affaire-là. C'est trop bon. Exactement. Merci. Et d'ailleurs, pourquoi le juge Wagner sort à ce temps-ci, là, juste finir rapidement là-dessus? Il fait ça une fois par année. C'est une conférence de presse. Il a décidé, lui, que c'était important. Puis, tu sais, je suis pas contre ça, là, mais il rompt avec une certaine tradition et peut-être facilité aussi des anciens juges. Mais s'il sort comme ça sur la place publique, ben, il faut pas que lui non plus désinforme. Faut que lui aussi, tu sais, puis il faut qu'il accepte qu'on soit critique à l'égard des jugements, puis des juges. C'est une branche de l'État. Hein? Oui, c'est lui c'est ça, c'est une branche de l'État, le judiciaire, là. Ouais, si le juge Wagner se le permet de critiquer les élus vont pouvoir peut-être se permettre de critiquer les juges. Ça ira. J'espère. J'ai vu Martine Biron qui s'est comme liquéfiée là, sur cette question-là, qui a dit « Moi, je ne veux pas entrer dans un débat. » Ben voyons. Oui, elle est trop fluide. Elle est trop fluide. Exactement. Arrêtez d'être fluide, là. Soyez exactement. Ingérence étrangère, rapidement, Antoine. Ben, c'est le rapport explosif qui a été déposé au Parlement à Ottawa. C'est un comité des parlementaires sur la sécurité nationale qui a découvert qu'il y a des députés, on ne sait pas les noms malheureusement, qui ont carrément été complices, parfois sans en être parfaitement conscients, mais complices de l'ingérence étrangère au Canada. Et ça s'ajoute finalement à cette commission d'enquête qu'on a eue sur l'ingérence étrangère qui a conclu qu'il y en avait eu beaucoup. Et moi, je dirais simplement que c'est lié d'abord à une sorte d'insouciance du gouvernement Trudeau. Insouciance qui est fondée, selon moi, Benoît, dans une conception du Canada. Pour eux, c'est un pays post-national, multiculturaliste, il y a différentes communautés. Or, à notre époque, ces communautés-là, ils ont parfois plus de liens à cause des télécommunications contemporaines avec leur pays d'origine qu'avec le pays d'ici. Et ça peut amener certains qui font de la politique à être plus intéressés
ou à être plus loyal à leur ancien pays qu'au pays dans lequel ils ont les deux pieds puis qu'ils vivent puis dont ils sont les citoyens. Et c'est ça qui me frappe, moi, et on devrait dénoncer ça. Tu sais, et il faut appeler les choses par leur nom. Quelqu'un qui se fait élire avec de l'aide étrangère, puis après ça, qui échange de l'information, ben, quand on regarde les lois, là, Benoît, ça s'appelle la trahison. Et ça, c'est très grave. Il faut prévenir ça, mais il faut d'abord que notre gouvernement, le gouvernement à Ottawa, soit conscient que c'est grave, puis aussi qu'ils prennent ça au sérieux. Québec qu'ils aussi, prennent les informations. Mais le gouvernement à Québec aussi, là, le gouvernement, les élus à Québec aussi, là, il y en a des élus là, qui ne parlent que de Gaza ces temps-ci. Là, tu dis, attends une minute, là, c'est parce que t'as un comté, t'as une circonscription, là. Il y a des gens, là, qui veulent, qui ont besoin de services, mais là, il y a des élus qui ne font qui ont que Gaza à la bouche, que la Palestine à la bouche. Ben, va te faire élire en Palestine, asti, puis arrête de nous faire suer. Tu sais, c'est... Non, mais je pense aussi que c'est important ici. Que nos... Oui, mais il y a un équilibre à trouver là-dedans. Tu sais, je pense que nos élus doivent être conscients qu'on vit sur une planète où il peut y avoir des dénonciations de certains crimes à l'extérieur, mais c'est vrai que ça ne doit pas devenir leur seul combat, effectivement. Et c'est le combat qu'ils mènent en lien avec la Palestine. Foutez-nous patience. Là. Occupez-vous. On va s'occuper du Québec et la Palestine va s'occuper de la Palestine. Là. On ne va pas régler tous les problèmes sur la planète. Oui, puis c'est pas parce que Québec va... C'est pas parce que Québec va fermer son bureau à Tel Aviv qu'on va régler le problème en Palestine, israélo-palestinien. Ceci dit, c'est épouvantable ce qu'Israël fait actuellement. C'est une réaction ce que le Hamas a fait. Des égards. Moi, le Hamas me dégueule tout autant, sinon beaucoup plus. On n'est pas dans œil pour œil, dent pour dent, nous. Je pense qu'il ne faut pas répliquer comme ça. Non, mais c'est une claque à gueule. C'est une claque à gueule et un viol et un meurtre et des familles brûlées vives et déambulées de façon comme des crapules des victimes là, de cet attentat du 7 octobre. Mais réagir de façon disproportionnée, c'est se garantir à peu près 40 à 50 autres années de drame et de guerre. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que la Hamas disparaisse. Alors, comment on fait ça? Moi, je suis ouvert à toutes les suggestions, mais il y en a qui me cassent les oreilles là, à Québec, là, dans Québec solidaire, qui ne parlent que de ça, mais que de ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, vas-y, là, déménage, puis va régler le problème là-bas. Ils parlent d'autres choses, hein, il faut le dire, ils parlent d'autres choses, mais c'est vrai que ça revient souvent dans leur discours, effectivement. Ouais. Bon, mais il faut le dire, ils parlent d'autres choses. Ils parlent beaucoup de logement, ils parlent beaucoup de là, je parlais hier de Christine Labrie, là, qui parlait d'un deuxième BAP pour la voie de contournement à Mégantic. Non, ça, c'est parfait. Ça, c'est correct. Je parle pas de Christine Labrie. Puis c'est à se demander qui les a aidés à se faire élire aussi. Tu sais, il y en a là-dedans qui se sont promenés à travers la francophonie pour dire que le Québec, c'était islamophobe. Puis là, ils viennent nous faire la morale ici, puis ils nous donnent... moi, je suis tanné en esti d'eux autres, là, en passant. Je te dis ça de même. Les vacances sont bien. Sois-tu en entrevue? Pas en tout, ça m'intéresse pas. Merci, Antoine. On se reparle demain. Salut.